Cette semaine à l'émission, on aborde le thème « Mon chez-moi demain ». J'ai rencontré pour vous Christine Lavoie qui nous parle d'un guide à l'intention des citoyens, un groupe de citoyens qui ont démarré un projet d'habitation communautaire et on débute avec Suzanne Garon pour parler d'habitation innovante. Pour présenter différents types d'habitation pour les aînés, je rencontre Suzanne Garon, professeure à l'Université de Sherbrooke et chercheure au Centre de recherche sur le vieillissement. Je dirais que la grande partie de l'offre d'habitation au Québec est justement de type RPA. On n'a pas développé des ressources d'habitation alternatives comme dans les pays qui ont vieilli avant nous. Les pays européens du Nord ont développé des modèles très différents, mais ils vieillissent, eux, déjà depuis une quarantaine d'années. Nous, on peut dire, oui, plus que ça, ils vieillissent depuis même presque un siècle. Si on regarde le Québec, ce qui est intéressant, c'est qu'on est la deuxième société qui vieillit le plus vite au monde après le Japon. Et donc, on n'a pas eu le temps de s'adapter, puis adapter nos ressources d'habitation au vieillissement de la population. Donc, on a pris des décisions il y a 30 ans, il y a 20 ans, sur les RPA, et on reste avec ce modèle-là. Ce qu'on voit arriver maintenant, c'est des jeunes baby-boomers ou des baby-boomers qui disent « Non, moi, cette offre-là ne m'intéresse pas. » Les résidences privées pour aînés ne sont pas nécessairement une option pour eux. Pas pour eux. Ils disent les grandes résidences de type qu'on connaît bien, où on a tous des membres de notre famille qui habitent. C'est les jeunes maintenant, baby-boomers, qui disent non, on n'a pas d'intérêt pour ça, on veut développer d'autres choses. Et là, il y a comme un éveil pour ça. Ça fait plusieurs projets qu'on fait là-dessus parce qu'il y a vraiment un manque en termes d'habitation. Il y a une certification plus grande des petites résidences privées. Ça a amené une concentration encore plus grande dans les grandes résidences privées. L'inverse s'est arrivé. On avait des chiffres, là, je pense que 75 étaient des petites. Alors aujourd'hui, c'est 75 qui sont plus que 100 personnes et plus qui y habitent. Pour un modèle qui devient économiquement rentable, il faut que ce soit des plus grandes résidences. De plus en plus pour que ce soit économique. Et c'est coté en bourse. Hein? C'est des résidences, c'est des compagnies cotées en bourse. On l'a vu dans les actualités dernièrement, d'ailleurs. Donc, cette question-là, mais il y a d'autres modalités. Et ce qui ressortait au Québec, c'est que toutes les villes qui faisaient des villes amies des aînés sortaient l'habitation comme étant un des éléments les plus préoccupants, où on avait des besoins. Et on se rendait compte que les municipalités ont de la misère, après coup, à mettre des solutions différentes. Et là, c'est pour ça qu'on est rendu à notre deuxième guide. On a un deuxième projet de recherche où on développe d'autres types d'alternatives qui sont reprises et qui sont même très, très bonnes pour les municipalités qui les utilisent. Donc, on n'a pas pensé plutôt à plus tard, dans le sens que là, pour l'offre d'habitation innovante, ça commence en Estrie. Est-ce qu'il y a des modèles plus stimulants, plus... Nous, on parle toujours de 4, 5, 6 modèles qui sont assez connus aussi. C'est comme, par exemple, ce qu'on voit, une maison qui va contenir des services. On parlait dans les détails. On peut retrouver ces éléments-là aussi sur le site Internet de l'équipe de recherche Ville Amie des aînés. On a un guide qu'on a fait en 2017 où on explique chacune des modèles d'habitation. On voit, par exemple, des appartements qui vont... Un autre modèle qui est très développé en Europe, c'est l'appartement pour la vie. C'est-à-dire qu'on rentre dans cet appartement-là et on peut penser qu'on va y vivre à partir d'être un jeune aîné jusqu'à un aîné en grande perte d'autonomie. Et on va retrouver des services qui vont s'ajouter au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle l'habitat flex. L'habitat flex, c'est très bien, c'est ça. Et ça, on le voit. Et ça pourrait être... C'est pas développé beaucoup au Québec encore. Il y a aussi tout ce qu'on appelle les habitats partagés, qu'on a développé beaucoup en France, en Belgique. En Belgique, ils appellent les maisons kangourous, parce qu'on traite, on a un petit bébé... en fait, c'est bigénérationnel. On partage avec des étudiants. Il y a des villes qui ont fait des choses extraordinaires, je pense, par exemple. Ça a déjà existé à Sherbrooke, non?
Il y a eu des commencements, des débuts, mais c'est difficile. J'ai une autre étudiante de maîtrise qui travaille là-dessus, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de préjugés, entre autres de la part des étudiants, mais aussi de la part des personnes âgées. Mais ça, c'est une avenue qu'il faudrait animer ça, parce qu'il y aurait, à Sherbrooke, ce serait un endroit idéal, parce qu'il y a des personnes âgées qui ont des belles maisons ou des grands appartements et qui pourraient facilement partager, puis augmenter leur réseau social. Pour que les gens puissent vivre le plus longtemps possible chez eux. Exactement. Et les jeunes aient accès à des logements plus... Mais ça prend une animation. Oui. Alors que les initiatives qui n'ont pas fonctionné, c'est que c'était lancé, mais il n'y a pas eu de suite. Mais ici, l'Estrie, ce n'est pas une région championne pour les coopératives d'habitation? Exactement. Et là, on arrive à un autre modèle d'habitation, ce qu'on appelle les habitations communautaires pour aînés, qui est un modèle qui peut être très, très, très flexible aussi, parce que avec le deuxième document, la deuxième recherche qu'on a fait, il y a une adaptation possible personnalisée. Un groupe d'individus se met ensemble, discutent de ce qu'ils veulent avoir et suivent un guide, des questions. Ça va jusqu'à savoir quel type de lien social on veut avoir avec la communauté, quel type de service on veut avoir, et réfléchir à ça immédiatement pour plus tard. Parce que c'est vraiment maintenant qu'il faut y réfléchir pour plus tard. Mais il en existe actuellement. Puis je crois que l'Estrie a même un modèle inspirant, la coopérative de solidarité. Oui, on pense toujours à la Brunante, qui est un modèle très intéressant dans la mesure où on retrouve une vingtaine d'unités où les personnes âgées sont à la fois clients, mais partenaires complètement. Alors, à la Brunante, c'est un très bel exemple où les gens se sentent constamment partie prenante de la maison et non pas en location. Ils se sentent dans leur chez-soi. Ils sont dans leur chez-soi. Et le chez-soi, c'est important. Au Québec, on ne parle pas beaucoup de psychologie communautaire, mais en Allemagne, c'est très développé. Et le chez-soi, c'est le prolongement de son environnement quand on vieillit. Il s'y rétrécit. C'est pour ça que ça nous prend des appartements que je appellerais salubres et ainsi de suite, parce que les personnes âgées vivent 90 de leur vie à l'intérieur de leur appartement. Donc, c'est important vraiment de voir cette réalité-là. Et le chez-soi, ça se réduit beaucoup en vieillissant. Mais c'est toute l'autonomie d'une personne, c'est sa mémoire que tu traînes avec toi. Et donc, c'est fondamental. Et sa qualité. Il n'y a pas de qualité de vie sans appartement où tu te sens en contrôle de ton environnement. Sinon, tu te sens tout le temps comme soit dépendant, soit abusé, soit... Donc, c'est important, c'est le lieu le plus important. Et au terme de déterminants sociaux de la santé, il est fondamental. Puis, est-ce que les coopératives de solidarité sont plus pour le milieu rural? Parce que là, la première habitation de ce type-là était à Racine, dans un village. Je sais qu'il y en a d'autres en Estrie. Puis, non, ça se trouve, il y en a d'autres en Estrie. Ça se développe beaucoup au Québec, dans des villes comme Sherbrooke, la ville de Québec. On en met même à Montréal et tout. Non, c'est pas du tout ça. Mais ce qui est important, et ça, les statistiques sont fondamentales en termes d'espérance de vie. Si vous êtes dans un milieu dans lequel vous respirez bien, vous êtes avec du monde vous êtes heureux, vous avez un bon réseau social, votre espérance de vie est nettement meilleure. Mais c'est tellement un déterminant fondamental, l'environnement et les gens avec lesquels on va côtoyer, le réseau social, que permet une habitation communautaire pour aînés. Mais c'est ça, il y a des avantages aux habitations communautaires, dont l'avantage financier, mais aussi des avantages au niveau de sa qualité de vie. Tout à fait, c'est exactement ça. Il peut y avoir des désavantages, on voit il y a eu peut-être pas pour les aînés, mais il peut y avoir des coopératives où ça ne va pas bien. C'est d'ailleurs pour ça que le guide est pensé. Le guide est pensé pour nous donner réfléchir maintenant, se donner des modalités. Et Christine Lavoie fait un travail extraordinaire comme une de mes anciennes étudiantes qui est devenue agente de recherche. Et ça donne vraiment des outils aux gens qui sont intéressés à vivre autrement. Donc, la question du chez-moi demain est au cœur des préoccupations. Absolument. Bien, merci, Mme Garon. Et je dirais même au cœur de la santé des gens. Pour témoigner de l'aboutissement d'un travail d'équipe pour se doter d'une habitation coopérative, nous avons rendez-vous à la maison L'Ancrage. C'est une idée qui m'est venue, ça fait très longtemps, mais je pense et puis j'ai rassemblé 8 autres personnes qui ont travaillé là-dessus. On était tous des femmes qui avaient travaillé à l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke. Et on
On a été, je pense, influencés par, évidemment, notre pratique auprès de personnes âgées. Il faut vraiment planifier, il ne faut pas attendre la dernière minute pour, quand on est mal pris, pour s'installer en quelque part qui va répondre à nos besoins. Et il y avait aussi le phénomène du vieillissement de la population où on se disait il y a moins de jeunes, plus de personnes âgées, les services peuvent être différents. Notre génération a eu moins d'enfants que les générations précédentes, moins de monde pour nous aider. Alors, il faudrait avoir une habitation qui nous permette de demeurer là longtemps, avec des gens qui ont déjà un lien d'appartenance. Le fait qu'on ait travaillé ensemble, qu'on se connaisse, c'est un lien d'appartenance. On n'est pas des étrangers dans un établissement comme on a vu souvent dans des grosses résidences pour personnes âgées. Ils sont nombreux, mais ils se connaissent peu, puis il y en a là-dedans qui sont très isolés. Parce qu'ici, c'est une coop d'habitation communautaire à petite envergure, là. C'est pas... C'est la Rive-Gauche, la coopérative d'habitation de la Rive-Gauche, dont on fait partie. Nous, on est une maison qui comprend 20 logements. Les logements au second étage sont adaptables et au premier étage sont déjà adaptés. Donc, vous avez vraiment pensé à ce qu'il fallait pour le vieillir ici, rester le plus longtemps possible dans votre coop d'habitation. Oui, Tout à fait. Le nom, l'ancrage, ça vient de... Moi, j'ai été influencée par le journal du Centre de recherche sur le vieillissement. Et le journal s'appelait L'Ancrage, mais E-N-C-R-A-G-E. Alors, moi, j'ai changé le E au début pour marquer Ancrage. Ancrage. Et vous avez travaillé quand même plusieurs mois, années sur ce projet-là. Est-ce que Tout à fait. ça s'est bien passé? Oui, oui, ça a débuté. Bien, c'est des projets qui sont toujours de longue haleine, là. Il ne faut pas s'en cacher parce que le gouvernement, ça se fait pas, là, la demande, puis le lendemain, on a quelque chose. Vous en savez quelque chose aussi. Mais ça a débuté en 2013 et les premiers habitants sont arrivés en 2018, en décembre. Quand même, hein? Quand même, mais c'est certain qu'on a eu différentes réunions et, avec le gouvernement, avec la Rive-Gauche. Et ça aboutit à ce qu'on voit aujourd'hui. Par contre, dans les rencontres, je trouvais déjà qu'on avait beaucoup de plaisir, les 8, à se rencontrer, à négocier des choses. C'est certain qu'il y avait des choses plus sérieuses à l'occasion, mais ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, bien, on est très heureuse et heureux d'être dans cette maison là, qui répond vraiment à tous nos besoins. Et il y avait quand même un défi au niveau de toutes les normes. Vous avez été accompagné pour faire ça, faire les bons choix? Oui, bien en fait, on a commencé effectivement, on a approché la Fédération des coops. Et là, on a eu un chargé de projet qui vraiment nous a aidés, là, surtout aussi au niveau de voir des budgets. Ces gens-là nous ont appuyés ou enfin suivis dans ce processus-là. Le tout a été fait avec ce soutien-là au point de vue financier, aussi les normes techniques, etc. C'est ça. Il faut dire qu'au point de vue financier, on a quand même eu une subvention de la Ville de Sherbrooke et de l'Office d'habitation du Québec. Mais vous avez aidé à cibler ces sources de financement. Oui, parce que nous, on n'était pas familiers avec ça. Là. On a eu beaucoup d'aide. Dans notre recherche aussi, on avait regardé plusieurs façons d'avoir un immeuble puis d'habiter ensemble. On avait même été à regarder des condos, enfin. Mais les gens, on se disait, on n'est plus aux âges d'investir. On est aux âges d'en profiter puis d'avoir le moins de problèmes possible d'habiter un endroit puis que, bon, le gazon, le déneigement se fasse et qu'on n'ait pas à avoir à tout ça. Et c'est comme ça, effectivement, là, qu'on a choisi la coop. En fait, on pourrait dire que la coop Rive-Gauche, au moment où on a frappé à la porte, elle a dit oui, soyez les bienvenus avec nous. Bien, merci, mesdames. On va demander à vos collègues de nous en dire plus sur d'autres aspects de la maison L'Ancrage. Parfait. Au départ, on voulait beaucoup l'entraide et briser l'isolement. Alors, je pense que c'est ce qui se passe, compte tenu qu'on a la moitié de la maison qui, c'est des femmes seules.
Alors, c'est sûr que l'entraide est importante et à date, avec ce qu'on a vécu depuis le mois de décembre, c'est vraiment ce qui se passe. On n'a pas de problème, on demande quelque chose et tout de suite, il y a quelqu'un qui a les capacités, qui a l'outil que ça prend, tout ça, puis tout se fait, là, le temps de nous dire. Les gens sont contents de s'entraider. Concrètement, à quoi ça peut ressembler, cette entraide-là? Bien, si Le on, stationnement? ouais, si on prend cet hiver, quand il fallait sortir les autos du stationnement, bien, les hommes passaient, ramassaient les autos des dames qui étaient seules, déblayaient l'auto, sortaient l'auto dans la rue et la rentraient après. Ce qui fait dire que pour ces dames-là, ils disaient on a un service de valet ici. Grâce à l'entraide qu'il y a au sein de la maison. Maintenant, quand les gens sont arrivés ici, comment ça s'est passé? Parce qu'il doit y avoir un sentiment spécial d'arriver dans une maison qui s'appelle l'Ancrage, où on a travaillé à la mettre en place. Ça s'est passé comment? Je dirais que les gens étaient un peu insécures, je pense. Les gens arrivaient ici, savaient on était les premières à faire ce genre de maison-là. Mais aussitôt que les gens avaient visité, savaient que Lise et moi, nous étions déjà dans la maison, ils nous demandaient, puis comment est-ce que c'était? Puis là, ils disaient, « Oh, c'est beau! » Ça, c'est la réflexion. C'est neuf, c'est beau. Ils se sentaient chez eux. Hein? Oui, même avant l'entrée. Puis là, ils savaient la date. On déménage telle date. Bon, Lise, surtout, s'occupait des dates de déménagement. C'est que là, on n'est pas tout seul. C'est ce qu'on sentait. Puis j'ai eu des réflexions en disant, des enfants, une dame entre autres, c'est merveilleux. Vous ne savez pas jusqu'à quel point ça peut être merveilleux d'arriver, puis on sent que notre mère est bien. Puis elle, encore à l'heure actuelle, nous rencontre, puis elle dit, je suis tellement heureuse d'être ici. Les gens sentent qu'ils sont arrivés ici et qu'ils risquent de vivre le plus longtemps possible. Il y a tout pour vivre le plus longtemps possible ici. C'est ça, dans 80, ça, c'est... Puis on s'est dit, on veut mourir ici. Pour moi, c'est merveilleux d'être ici. Je me dis, j'espère que, comme tout le monde, je vais finir mes jours ici. Mettons, on aurait un message à passer à d'éventuelles personnes qui écoutent ça et disent, elles ont été courageuses, ces femmes-là, ou il y avait des messieurs aussi. Mais qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là? Je pense qu'il faut y croire, puis il faut y tenir, parce que la plupart des gens à qui on dit ça, ils sont là. « Hey, vous êtes chanceuse, on y a pensé, vous autres, vous l'avez fait. Et je pense qu'il faut que les gens arrêtent de penser et passent à l'action. Il s'agit d'aller voir la Fédération des coops. Ils sont là pour nous aider, nous supporter. Ils sont très, très au fait de tout. Aujourd'hui, on se dit, ça a peut-être pris 5 ans, mais mon Dieu, que ça vaut le coup de voir la belle bâtisse qu'on a. On a travaillé à l'extérieur pour que ça soit beau. On a un beau potager adapté. Alors, c'est des choses qu'on a pour longtemps. Donc, c'est passé à l'action, quelque chose à... Moi, je me dis, il y a quelque chose qui est spécial ici. C'est le fait que nous ayons travaillé ensemble. C'était, en gros, l'hôpital Youville avant d'être l'Institut. C'était un hôpital où il y avait un grand sentiment d'appartenance. On voit arriver des gens, « Oh mon Dieu, elle travaillait au 4e. Oh mon Dieu, je me souviens. » Puis, « Oh mon Dieu, là, on connaît la vie que cette personne-là a eue même après sa retraite. » C'est que, tu sais, c'est une famille. Moi, je calcule que c'est une famille. Est-ce que ça peut être un frein si on désire démarrer quelque chose comme ça, mais que là, c'est avec d'autres personnes qu'on connaît moins? Ou... Bien, moi, je suggérerais de faire des entrevues avec les personnes pour expliquer vraiment qu'est-ce que c'est, pour que les personnes s'attendent que c'est de l'entraide, c'est une commune, finalement. C'est un peu ça. La reprise des communes. Oui, c'est un peu ça. Il faut avoir le respect de chacun. Il faut aussi respecter chaque appartement. Tu sais, moi, quand je m'en vais, tout le temps qu'on travaillait sur ça, je disais, « Ah, moi, je ne veux pas d'envahissement. Je suis prête à collaborer, mais pas d'envahissement. Tu sais, la porte est fermée. Puis c'est drôle parce qu'on joue aux cartes le soir. Puis après les cartes, moi, je suis au 2e, tu entends les portes qui se barrent. Le déclic des portes. Donc, on vit en commun, mais il y a la vie privée. C'est ça. Puis il y a des personnes qui ne sont pas capables de penser à vivre en commun. C'est que ces personnes-là ne sont pas exclues nécessairement. Et ils vont un peu moins participer aux activités, c'est tout. Puis des activités, on a une spécialiste des activités ici. Donc, on dit aux gens de passer à l'action. Oui. C'est ça. Et de penser à leur projet d'une façon... Et d'être soutenus par des groupes qui existent. C'est ça.
faut se faire aider parce que dans les dédales, l'accès et les sous et tout ça, là, c'est quelque chose. On a été sur le comité de construction 6 mois et c'est tout un apprentissage. Bien, félicitations, mesdames, puis Merci. aux messieurs qui ne sont pas nécessairement avec nous aujourd'hui, mais en tout cas, c'est vraiment un beau projet. Pour parler de soutien et d'outils offerts à des groupes de citoyens pour promouvoir des projets d'habitation communautaire pour aînés, une entrevue avec Christine Lavoie, coordonnatrice et agente de recherche au Centre de recherche sur le vieillissement. On a mené un projet pour développer des outils dans le but de soutenir des groupes de citoyens qui se mobilisent pour développer une habitation communautaire pour aînés, donc que ce soit une coopérative ou un OSBL. Pour m'adresser à vos ressources, est-ce que je dois avoir un projet bien avancé ou je vous contacte? Comment ça fonctionne? Nos 4 outils sont disponibles en ligne sur le site de l'Observatoire estrien du développement des communautés, celui de l'équipe de recherche sur les municipalités amies des aînés au Québec ou encore par le site de la QDR dans le projet Pensez plutôt à plus tard. Mais c'est important, par exemple, de comprendre qu'un projet de ce type-là, ça doit absolument être accompagné par des professionnels du développement qui sont les chargés de projet du groupe de ressources techniques. Ici, en Estrie, c'est le groupe Entraide Habitat Estrie, qui est lié à la Fédération des coopératives d'habitation. Donc, c'est eux vraiment les professionnels pour aider au démarrage. Et ensuite, les outils qu'on propose peuvent venir en complément à cet accompagnement professionnel-là. Je pense à des amis qui veulent habiter ailleurs, à mes parents qui doivent quitter leur habitation. Je peux leur proposer les services ou du moins avoir accès à ces outils-là. C'est gratuit? Oui, c'est totalement gratuit. C'est mieux, par exemple, que ce soit un groupe organisé, peut-être d'une dizaine de personnes, qui se mobilisent pour développer un projet comme ça, parce que c'est quand même un projet complexe. Donc, ça demande quand même la participation de plusieurs personnes. C'est aussi bon d'avoir différentes idées pour venir enrichir la réflexion tout au long du projet. Et c'est ce que nos outils veulent faire, en fait, proposer des pistes de réflexion, justement, pour amener les groupes à discuter, puis à préciser le projet d'habitation qui va convenir vraiment à leurs besoins, qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux d'autres groupes. Donc, vraiment de personnaliser un projet d'habitation pour aînés. Et souvent, les gens vont nous dire, mais c'est toute la question du financement de ce projet-là. Il y a aussi un soutien au niveau des démarches pour le financement des projets? Oui, ça, c'est les professionnels du groupe de ressources techniques qui vont pouvoir apporter du soutien en ce sens-là. Il y a des programmes gouvernementaux avec la Société d'habitation du Québec et tout ça, mais c'est vraiment les chargés de projet, là, les professionnels qui vont pouvoir répondre aux questions plus techniques là, à ce niveau-là. Et admettons que quelqu'un vienne de nous écouter et dise « Ah, enfin, je peux avoir accès à des ressources. » C'est accessible dès maintenant. On peut avoir... C'est déjà en ligne. Oui, tout à fait. Dans nos 4 outils, on a d'abord un rapport d'étude de mesures d'impact social d'habitation communautaire pour aînés. Dans le fond, on est allé questionner les gens pour savoir qu'est-ce que ça change dans la vie des gens qui y résident, de leurs proches, des municipalités même, d'avoir une habitation de ce type-là qui se développe. Ça, c'est pour les groupes qui sont vraiment en tout début de démarche puis qui cherchent à convaincre des partenaires ou des bailleurs de fonds. Ça peut les aider à avoir des arguments supplémentaires, dans le fond, pour rallier les gens à leur cause et qui va permettre d'avancer, évidemment, dans le processus plus tard. Donc, ils ont des outils pour ça, pour convaincre. Oui, on va avoir vraiment là-dedans des réponses à qu'est-ce que ça change, puis on peut vraiment dire concrètement qu'est-ce que ça va être... qu'est-ce que ça va apporter de développer une habitation comme ça, ce qui peut convaincre des gens d'embarquer dans le projet. Le deuxième outil, c'est le guide Habitat et milieu de vie. C'est un guide qui est développé sous forme de questions
en 4 thématiques. On veut amener les gens à réfléchir, à se poser des questions et à trouver les réponses qui vont permettre de répondre aux besoins qu'ils ont identifiés là, dans le but de faire leur projet. Donc, différentes thématiques. On va aborder le vivre ensemble, on va aborder le côté organisationnel, le côté physique aussi, l'aménagement des lieux et tout ça. Donc, différentes questions qui vont les amener à cheminer dans leur projet. Le côté social aussi, hein? Exactement. Le troisième outil, c'est des fiches descriptives. On a voulu donner vraiment des exemples concrets qui est vraiment en lien avec le guide. Donc, différentes modalités de réponse aux questions qu'on se pose pour dire si on répond de cette façon-là, comment ça se vit au quotidien. Donc, on a voulu donner 12 exemples concrets de combinaisons de réponses aux questions qui sont proposées. C'est inspirant. Oui, tout à fait. Et le dernier outil, c'est un kit d'animation qui s'adresse davantage à des professionnels ou à un citoyen du groupe qui voudrait jouer un rôle peut-être un peu plus neutre, prendre un pas de recul et accompagner le groupe dans ses débats, réflexions. Il y a des questions qui peuvent porter à débat un peu plus ou qui peuvent demander plus de discussion. Donc, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un de plus neutre pour s'assurer que ça se fasse dans l'harmonie. Et puis, le kit d'animation propose quelques pistes pour lancer les débats ou pour introduire aux 4 grandes thématiques qui sont abordées dans le guide. Donc, pour terminer, vous lancez quoi comme invitation aux auditeurs qui pourraient avoir des intentions de projet ou... De ne pas avoir peur de rêver, que si ce qu'ils voient présentement comme résidence, les CHSLD, tout ça, ils trouvent que ça ne convient pas à leurs aspirations, c'est à eux d'inventer la suite, dans le fond, de se mobiliser et de réaliser un projet qui est à leur image. Donc, ce projet-là a été financé par, je crois, Québec Amis des aînés et finalement, on a accès à toute cette documentation-là facilement pour justement les citoyens et les promoteurs de projets. Les Estriens et les Estriennes sont très chanceux d'avoir accès à ces outils-là. Merci d'avoir été des nôtres. Ne manquez pas notre prochaine émission, Mon chez-moi sécuritaire. Sur ce, l'équipe de Pensez Plutôt vous dit à plus tard.